Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, s'agissant de la question environnementale, plus on est jeune, plus on est concerné. C'est aux jeunes qui reviendra le futur un héritage. C'est pourquoi les étudiants d'Alma Mater sont les véritables protagonistes de cette initiative, il faut le dire. Ce sont eux qui ont conçu et qui animent ce cycle de tables rondes avec des chercheurs, des responsables institutionnels, des acteurs de la société civile. Le Collège de France, dans le cadre de son engagement en faveur d'un avenir commun durable, accompagne cette démarche comme garant scientifique afin d'offrir un véritable espace de transmission et d'écoute. Et c'est à ce titre que je suis ici ce soir. Parler de science-fiction au Collège de France, au lieu de la vraie science, ça pourrait paraître un peu un paradoxe. Oui, mais peut-être c'est aussi une évidence, car qu'est-ce que la science sinon la capacité d'imaginer ce qu'on ne connaît pas encore? Et puis, disons-le, la science-fiction est elle aussi un objet très sérieux de recherche scientifique, en particulier de la critique littéraire, domaine dont nos invités sont des spécialistes. Simon Bréant, professeur en littérature française contemporaine à l'Université Sorbonne Nouvelle, et Irène Langlais, professeur de littérature contemporaine française et comparée à l'Université Gustave Eiffel. Et merci beaucoup d'être ici avec nous. Ce seront donc Henri Imbert et Jules Parrain de Brechamcourt qui animeront le débat avec leurs questions. Ils sont les représentants d'Alma Mater, journal de Sorbonne Université et de l'École du Louvre. Je tiens aussi à remercier Benjamin Campèche, chef de projet de l'initiative Avenir commun durable au Collège de France, pour avoir si bien œuvré pour rendre possible ce cycle. Alors, un lecteur assidu des romans contemporains plutôt que de science-fiction, je me borne à quelques réflexions liminaires. Alors, d'abord, je sais très bien que la science-fiction, comme tout autre genre en littérature artistique, n'a d'autre horizon que celui du plaisir du texte, disons l'horizon esthétique. Mais lorsqu'il est mis en contact avec un thème, un sujet comme le futur, un héritage, donc la transition écologique, on ne peut pas s'empêcher d'aller au-delà de la question esthétique. On le sait, l'une des difficultés de l'action en faveur de l'environnement réside dans l'absence de récits mobilisateurs, capables d'inscrire la question écologique dans un horizon de proximité, de perception vécue. On peut alors se demander dans quelle mesure la science-fiction participe à cette situation. Contribue-t-elle à éloigner la question ou au contraire constitue-t-elle un vecteur de prise de conscience? Lorsque la science publie des courbes et des rapports, je pense au GIEC, la science qu'on a discutée ici, on a essayé de les comprendre, parce que vraiment dans les rapports du GIEC, incorporent vraiment des visions de notre futur. Donc le fait que cette littérature soit si peu, souvent évoquée, mais si peu connue, nous a paru vraiment dommage, et on a organisé un cycle autour de la lecture du GIEC. Mais la lecture de ces rapports est vraiment ardue, tandis que la science-fiction invente des récits qui frappent l'imaginaire et transforment les données en émotions, les équations en expériences sensibles. D'où une autre question, est-ce que la science-fiction accroît la confiance dans la science ou la mine? En tout cas, il me semble qu'en confrontant l'humanité à ses propres limites, la science-fiction démocratise le débat sur l'avenir, en donnant à chacun non pas des certitudes, mais des scénarios. Elle nous rappelle que le futur n'est pas écrit, mais qu'il dépend de nos choix. Alors oui, parler de science-fiction ici au collège peut sembler paradoxal, mais peut-être est-ce précisément ici que ce discours prend tout son sens. C'est au carrefour de la rigueur scientifique et de l'imagination littéraire que nous tous, nous pouvons penser l'avenir autrement. Et maintenant, Henri et Jules,
Je vous laisse aux commandes du vaisseau spatial. Merci, professeur, pour cette introduction. Alors, donc, je vais faire une petite introduction sur ces récits de science-fiction et ce sujet qu'on a choisi d'évoquer vis-à-vis de notre cycle de conférences sur le climat. Je vais vous faire donc une petite remise en contexte. De Lucien de Samosate et son voyage vers la Lune au IIe siècle jusqu'au récit contemporain de science-fiction, elle a toujours eu pour vocation d'explorer des futurs possibles. Mais aujourd'hui, face à l'urgence climatique, cette littérature de l'anticipation prend une dimension nouvelle. Ainsi, depuis William Wilson, qui forge le terme en 1851, la science-fiction a fait ses preuves comme outil d'anticipation. Jules Verne anticipait le sous-marin. Aldous Huxley, les manipulations génétiques. Et tant d'autres inventés sur de nombreux domaines qui sont aujourd'hui actuels. C'est dans les années 60 que la science-fiction commence à s'alarmer pour le climat. James Graham Ballard, avec Le jour où la Terre prit feu en 1961, imagine un réchauffement planétaire, alors que la science climatique balbutiait encore. La fiction devançait déjà la réalité scientifique. Pendant des décennies, la science-fiction climatique a oscillé entre catastrophisme, parfois avec un brin d'exagération, et anticipation scientifique. Vous avez peut-être déjà vu la série de films donc Mad Max, aussi bien qui esthétisait l'apocalypse, et aussi bien Soleil Vert, qui parlait et dénonçait la surpopulation. Vous avez peut-être aussi vu Waterworld, et qui imaginait la submersion, suite à des fonds des glaces. Le défi contemporain, ici, peut être décrit de la manière. Nous avons une dystopie à l'utopie, qui est aujourd'hui de nouveaux acteurs tentent de répondre à une question cruciale. Comment raconter des solutions plutôt que des catastrophes? L'écrivain américain Kim Stanley Robinson explore les voies de la géo-ingénierie et la gouvernance climatique. En France, nous avons également quelqu'un qui se nomme Jean-Marc Ligny et qui développe des récits d'adaptation et de résilience face aux bouleversements. Nous voyons également parallèlement émerger le mouvement solarpunk, une science-fiction résolument optimiste qui imagine des sociétés post-carbone désirables. Fini les déserts post-apocalyptiques, à la dune, place aux cités végétalisées et aux communautés résilientes. Je me permets donc encore une fois de vous représenter. Monsieur Simon Bréant, vous êtes professeur de littérature française contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle. Madame Irène Langlais, vous êtes professeure de littérature contemporaine française et comparée à l'université Gustave Eiffel. Et je vous remercie encore grandement d'avoir accepté notre invitation à cet échange. Ces évolutions soulèvent des questions cruciales. La SF doit-elle alerter ou rassurer? Peut-elle être un outil de prospective climatique comme elle l'est déjà pour la défense, notamment avec le programme Red Team Défense lancé en 2019 par le ministère des Armées? Comment imaginer des futurs désirables sans tomber dans l'optimisme naïf? C'est sur ces tensions entre imagination et action, entre pessimisme et optimisme, que nous allons échanger avec nos invités, spécialistes reconnus de la science-fiction française et de ses enjeux contemporains. Et je vais donc vous poser la première question. Comment ces idées, tout droit sorties de l'imagination d'écrivaines et d'écrivains, peuvent-elles nous aider à mieux appréhender notre présent, notre avenir et ses défis? Bon, je vais me lancer en premier. Et je remercie à mon tour les jeunes gens que voilà et le Collège de France pour cette séance, qui est effectivement plutôt une séance sur la science de la science-fiction qu'une séance sur des sciences imaginaires. Mais au moment de dire ça, je me dis que c'est peut-être une première réponse à la question posée. Des idées sorties de l'imaginaire, le professeur le disait, sont quelquefois les germes de découvertes scientifiques ou d'échafaudages théoriques dont on a besoin pour voir ce que l'on ne voit pas encore, discerner des phénomènes qui nous affectent mais dont on ne comprend pas le fonctionnement.
Je voudrais partir d'un sous-genre qui le dit particulièrement clairement. La science-fiction est une grande maison avec toutes sortes de sous-genres. Et je crois que c'est l'Uchronie qui serait le genre le plus adapté pour commencer à explorer les rapports entre l'imaginaire et puis le factuel, l'exploration du factuel. L'Uchronie, c'est le nom qu'on a donné à une manière de raconter des choses qui ne se sont pas passées à partir d'un point de l'histoire avérée, de l'histoire factuelle, mais que l'on fait dériver. L'exemple canonique est situé sur la Deuxième Guerre mondiale, le Troisième Reich, la manière dont le conflit s'est déroulé, et on imagine que les forces de l'Axe, au lieu d'avoir été vaincues, sont les vainqueurs de la guerre. C'est la fiction qui sert de point de départ à l'un des romans les plus intéressants, je pense, de ce sous-genre, et qui en est un peu le prototype, Le Maître du Haut-Château, dont vous connaissez peut-être l'adaptation. Moi, je connais plus le roman. Et c'est du roman que je voudrais vous parler. Au début du roman, on ne comprend rien. Je veux dire, si on n'a pas eu une quatrième de couverture qui vous explique que, oui, dans ce monde-là, c'est en Californie, mais ce sont les Japonais qui gouvernent la Californie parce qu'ils ont remporté le conflit. Le roman commence in medias res, comme on dit, au milieu d'une action qu'il faut avoir un certain nombre de connaissances pour comprendre. Or, ces connaissances, on ne les a pas. On ne les a pas, et donc on est amené à lire et à déchiffrer un monde qui ressemble en tout point au nôtre à quelques détails bizarres, enfin qui sont de moins en moins bizarres au fur et à mesure que notre esprit accompagne notre lecture et donc développe des nouvelles connaissances sur des choses que l'on ne comprend pas au départ. Bon, vous m'avez comprise, c'est une espèce de résumé un peu à la serpe du raisonnement scientifique, ou au moins du raisonnement inférentiel. On est timide en littérature, on n'ose pas trop dire qu'on est des scientifiques. Par contre, on est tout à fait certain, et nous affirmons que l'acte de lecture, on l'affirme depuis au moins 40 ans avec Umberto Eco, l'acte de lecture est essentiellement un acte d'inférence. On déchiffre des lettres, certes, on se représente des objets, mais le texte ne dit jamais tout. On est obligé de compléter avec toutes sortes de choses. Ce que la science-fiction propose dans ce cadre-là, qui est le cadre de toutes les fictions, lorsque vous lisez qu'un personnage se rend à la gare, vous n'avez pas besoin qu'on vous explique ce que c'est qu'une gare, qu'on vous explique ce que signifie se rendre dans une gare. Vous inférez, parce que vous avez les connaissances pour cela, vous inférez un certain type d'action. Et si ça ne débouche pas sur quelqu'un qui arrive ou quelqu'un qui part, vous êtes intrigué. Dans la science-fiction, c'est pareil. C'est pareil à ce détail près que l'imagination se permet de mettre, non pas des gares, mais alors vous aimez les vaisseaux spatiaux, des vaisseaux spatiaux, mais maintenant ils sont aussi familiers que des gares, les vaisseaux spatiaux finalement. Nous en avons toute une représentation, toute une petite encyclopédie partagée. Nous voyons à quoi ça ressemble, etc. Je vous conseille un livre récent qui s'intitule « Les employés » et qui est une façon de revisiter le thème et le motif du vaisseau spatial d'une façon totalement nouvelle et qui réactive un petit peu le processus inférentiel que je disais. Voilà un peu ce que je dirais en premier sur l'intérêt de ces idées sorties tout droit de l'imaginaire, et c'est un intérêt, vous le voyez, qui est directement lié à la science. Mais sans doute, Simon a d'autres choses à dire. Je vais prolonger cette réflexion. Alors, c'est une question qui, d'une certaine façon, est débattue en grande partie en dehors de la littérature à proprement parler, qui est celle de l'usage qu'on peut faire de la science-fiction, de la façon dont la science-fiction pourrait servir. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ce qu'on a
posé là, c'est effectivement le fait qu'il y a une démarche cognitive propre à la science-fiction qui suppose qu'on sorte de son référentiel habituel. On n'est pas dans la simple reconduction du réel, mais dans le fait de le prolonger d'une manière ou d'une autre. Ces prolongements et ces inférences peuvent être peuvent amener dans des espaces extrêmement lointains, faire des pas de côté très lointains. On évoquait la planète Dune tout à l'heure, même si le cycle de Dune peut faire écho à des préoccupations écologiques ou à des questions de gestion de ressources, son cadre immédiat ne peut pas donner lieu à un retour, disons direct, littéral, sur ce que c'est que terraformer, ce que c'est que penser notre rapport à la planète dans l'immédiat. Donc, il y a, disons, des démarches de science-fiction qui sont au sens large, qui peuvent être récupérées dans une réflexion sur la question de l'écologie, mais d'une certaine façon, lorsqu'on commence à parler de cette question des usages de la science-fiction, quand on commence à envisager le dialogue immédiat, eh bien, on ramène, on restreint, et c'est acceptable, hein, mais il faut savoir qu'on le fait, on restreint l'espace de la science-fiction à quelque chose qui, le mot a été prononcé, résonne avec l'idée de prospective. Un théoricien, écrivain, éditeur très important de la science-fiction française, qui est Gérard Klein, qui est l'homonyme de l'acteur, mais qui le précédait, et qui est donc une figure très importante de la science-fiction française depuis les années 50, Gérard Klein distinguait très nettement entre cette logique de prospective, qui, le terme pour lui devant être réservé à tout ce qui est de l'ordre de l'activité du GIEC, par exemple, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'activité du calcul effectif, et ce qui relève, effectivement, le terme, on l'a prononcé, est important aussi, de l'anticipation, c'est-à-dire, dans ce cas précis, de la construction de textes littéraire, texte fictionnel, enfin de création fictionnelle, dont l'idée est de prolonger le réel dans un, disons, en gardant le lien immédiat avec le référentiel de départ, et donc en postulant un « et si ». Ce « et si » pouvant se voir effectivement dans une bifurcation temporelle de type uchronie, ou se voyant dans la question de l'application concrète. Et c'est finalement, c'est ce qu'on va évoquer à un moment ou à un autre, mais c'est ce qui se produit dans la question, dans les inflexions de la science-fiction qui rencontrent la fiction climatique. Et alors, j'évoquais, je ne vais pas tenir tout le raisonnement tout seul, bien sûr. Et j'évoquais je voudrais simplement faire entendre le fait que, justement, dans cette perspective-là, il y a un dialogue entre la littérature, que nous représentons plutôt ici, et d'autres pôles, des sciences physiques et de la Terre, éventuellement, dans une réflexion, par exemple, lorsqu'on réfléchit à ce que la hard SF, la science-fiction des sciences dures, la hard SF, peut avoir à dire, dialoguer avec la physique, mais aussi, et peut-être surtout dans le cadre qui est le nôtre, avec les sciences sociales en général, c'est-à-dire la question de ce que la science-fiction peut avoir à dire de formes de société qui sont accrochés à les questions de technosciences. Gilbert Autois, philosophe des sciences, a organisé ce mot et réfléchi à ce mot autour, notamment d'exemples de la science-fiction, mais donc avec la façon dont les sociétés interagissent avec leurs technosciences. Et d'une certaine façon, c'est, disons, un des points d'intérêt de la science-fiction qui a été repéré, qui est de permettre une sorte de représentation esthétisée, de représentation qui fait appel à des dynamiques d'intérêt pour retenir notre intérêt. Il y a des personnages, il y a des situations, on n'est pas dans un exposé sur quelque chose, mais une forme d'expérimentation dans le cadre de la fiction autour de ce que quelqu'un comme Yannick Rumpala, avec lequel nous sommes en dialogue et parfois en désaccord, mais enfin, propose de façon stimulante le terme de prototopie, c'est-à-dire propose l'idée qu'à l'intérieur d'un récit de science-fiction se trouvent de sortes de situations types, des lieux d'exploration de choses qui vont permettre de réfléchir. Et c'est d'une certaine façon, en quelque sorte, au prix d'un décalage ou d'une tension avec ce que la littérature a à offrir comme littérature, qu'on commence à réfléchir à un usage de la science-fiction et donc à des scénarios possibles de ce point de vue-là. Et c'est une pierre d'attente, mais c'est juste pour réagir à justement cette logique par rapport
l'évocation de la Red Team qui a été faite tout à l'heure, et donc l'idée qu'on puisse mobiliser la science-fiction dans le cadre d'une scénarisation des possibles dans un cadre finalement institutionnel, hein, l'armée, un ministère ou un autre. Bon, cette logique-là se fait forcément au prix d'une forme d'extraction ou en tout cas de simplification des objets de la science-fiction, et donc au risque parfois du malentendu ou de la difficulté. J'évoquerai, juste pour parler de ce type de malentendu, le fait que quelqu'un comme... c'est Ariel Kirou, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup sur ces questions, qui évoquait l'exemple. Lorsqu'il est question d'utiliser des techniques invasives pour réfléchir, pour accéder au cerveau humain dans les rêves de la Silicon Valley actuellement, et notamment autour de différents pontes que je ne me nommerai pas ici, ce type de rêves-là, qui sont ceux d'une science-fiction ancienne, sont accrochés dans la science-fiction à toutes sortes de mises en garde et toutes sortes au contraire, de logiques de critique, là où, en fait, l'extraction de l'idée peut permettre d'envisager une application qui pose des questions éthiques. Donc, en fait... Mais justement, je voulais juste par rapport à ça... Je m'arrêtais là-dessus, pardon. Pas de souci, nous allons justement revenir après à tout ce qui est question de défense et tous les autres sujets, justement, qui concernent plutôt la société. Je voulais revenir par rapport, quand on a fait une petite comparaison avec... Enfin, comparaison et aussi la mise en évidence du rapport du GIEC, et finalement appuyer sur le fait qu'il y a parfois une distanciation, on peut le voir, entre la rigueur scientifique et le côté science-fiction. Mais la science-fiction a aussi énormément anticipé, comme je l'avais introduit, ce qui a été découvert plus tard. Et finalement, entre privilégier la rigueur scientifique ou l'efficacité narrative de la science-fiction, qu'est-ce qu'il faudrait choisir? Est-ce qu'il faut laisser un prendre plus de place pour pousser l'autre à continuer à avancer? Et quelle est la place de la créativité aussi là-dedans? Voilà. J'ai été long, si tu veux qu'on alterne quand même. Alors on va alterner. C'est une excellente façon de rebondir. Et je vais également me référer à quelque chose que disait Gérard Klein. Gérard Klein, c'est quelqu'un de vraiment important. Je voudrais dire un mot sur lui, parce que peut-être tout le monde ne sait pas à quel point il est important. Mais je suis sûre que vous toutes et tous, quand vous voyez un livre à couverture argentée dans une devanture de librairie, vous vous dites « Ah, ça c'est de la science-fiction ». Eh bien, c'est grâce à lui. C'est lui le premier à l'avoir fait. Il faut le répéter. Et au terme d'ailleurs d'une histoire un peu rocambolesque que je suis très contente qu'il m'ait racontée un jour et qui relève un peu du hasard. Enfin bref, voilà comment un économiste au départ, bon c'était aussi un romancier, hein, mais c'est au départ un économiste qui fréquente les cercles des futuribles, des prospectivistes, des prospectivistes des années 60 et 70, et qui décide de fonder une collection de science-fiction qui va changer vraiment quelque chose à la manière dont on voit la science-fiction. C'est en 1969. C'est intéressant comme date parce que c'est juste après 1968. Et je n'en parle pas pour ce qui s'est passé dans le quartier latin, mais pour deux films qui ont fait basculer le cinéma de science-fiction dans, en quelque sorte, son histoire sérieuse. La planète des singes, et puis 2001, Odyssée de l'espace. À la fin des années 60, il se passe quelque chose qui fait que la science-fiction devient une culture. Alors, ne rêvons pas encore légitimée au point d'intégrer l'université ou les programmes de l'agrégation, mais passe un cap. Hein. Et ce que Gérard Klein dit au sujet de l'anticipation des choses réelles, tout, il dit alors il y a un apologue il y a une petite scénette très très connue par les amateurs où il dit que c'est la prospective et la science-fiction qui sont deux sœurs qui ne s'entendent pas toujours très bien, et il développe toute sa réflexion à travers justement les disputes, mais aussi les alliances de ces deux allégories. Hein. C'est une allégorie des temps modernes. Il rappelle aussi deux choses. Il rappelle deux choses dans... alors c'est un moment où l'histoire des futurs est intensément étudiée, y compris dans ses termes logiques. Et Gérard Klein rappelle que quand vous prévoyez un truc par hasard, ça compte pas. C'est ce qu'il appelle la règle du hasard n'est pas compte.
Et puis il rappelle une autre règle aussi en termes de prospective, c'est que si vous tombez si vous tombez juste, mais que vous tombez aussi souvent juste que pas juste, ça ne vaut pas tellement non plus. Vous voyez, autrement dit, la question n'est pas tant à poser à la science-fiction qui a certes aussi bien prédit des choses qu'elle est passée à côté d'un nombre considérable de transformations cruciales. Je vais parler que de deux choses. Cette chose-là, qui a été totalement, qui est restée longtemps totalement absente de la science-fiction. Je veux dire, l'ordinateur personnel, le personal computer, le PC, bon ça c'est pas un PC en plus, mais cet objet qui a intégré nos usages au point d'être aussi portable comme un livre, ça n'est pas apparu dans la science-fiction au moment où ça apparaissait dans les mœurs. Et puis, bon, pourtant j'aime ce genre, je suis venue vous en parler, j'espère que vous allez en lire en sortant d'ici, mais clairement on peut être déçu de la science-fiction au sujet de l'intelligence artificielle, enfin ce qu'il est convenu d'appeler comme ça, et que je préfère appeler large modèle de langage, parce que c'est plutôt ça que c'est. Ça n'a jamais été prévu comme tel. Il y a d'ailleurs des mèmes extrêmement drôles sur les réseaux de fans qui montrent ce que l'intelligence artificielle est dans la science-fiction. Alors, des robots ultra intelligents, des maîtres du monde, des champions d'échecs pour l'éternité, etc. Puisque c'est dans la réalité, c'est les quiz que vous faites pour accéder à un site web, et c'est l'algorithmique au quotidien qui est dans nos usages courants. Ça, le fait que l'intelligence artificielle soit une génération automatique de termes calculés de façon probabiliste, je n'en ai pas de trace dans la science-fiction. Enfin, Simon pourra en parler de façon plus savante que moi parce qu'il a participé à un gros programme Culturia de l'Agence nationale de la recherche, mais clairement, tous les imaginaires de l'IA sont à côté de ce que nous expérimentons actuellement. Et donc, je voudrais finir cette réponse-là en disant que la question, peut-être, est-ce que la science-fiction prédit ou pas des choses? Selon moi, elle n'est pas à poser à la science-fiction. Elle est à poser à ses lecteurs et ses lectrices. Qu'est-ce que nous avons envie de faire avec la science-fiction quand nous y cherchons un rapport avec notre réalité? Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec une fiction quand on a envie de la rapprocher ainsi, quand on a envie de dire oui, et donc elle vous, devance et donc vous, en tant que grand lecteur, est-ce que vous vous projetez, est-ce que vous voyez finalement toujours quelque chose qui vous permet d'imaginer de nouvelles choses par rapport à l'avenir, en tout cas, de la société et peut-être de la planète? Je ne veux pas répondre pour Simon, mais pour moi, plutôt non. Ce sont des fantasmes, ce sont des langages symboliques. Oui, alors c'est-à-dire que je vais écarter prudemment la question de ce que moi je fais à partir de la science-fiction, puisque d'une certaine manière je suis jugé parti. Mais disons, cette question, effectivement, elle est parfaitement légitime et comme je l'évoquais tout à l'heure, elle est finalement au centre d'un certain nombre de réflexions contemporaines sur la science-fiction. C'est-à-dire qu'il y a un discours porté, alors j'évoquais tout à l'heure le nom d'Ariel Kirou, qui est quelqu'un dont je recommande la lecture de ce point de vue-là, notamment son ouvrage qui s'appelle Philofiction, qui propose une défense de ce que signifie cette logique. Alors, ce qu'il appelle, lui, en reprenant un terme à un philosophe qui s'appelle Peter Zendy, si je me souviens bien, ce qu'il appelle, lui, des effictions. Il est très associé avec Alain Damasio, qu'on évoquera peut-être à d'autres moments, et comme lui, il aime bien évoquer toutes sortes de termes, de mots valises de ce type. Et donc, il évoque la possibilité que la science-fiction fasse partie, sans en avoir l'exclusivité, de ce qu'on peut appeler donc des effictions, c'est-à-dire des fictions ayant un effet potentiel sur la société. Le problème étant que le lien de causalité, quel qu'il soit, est extrêmement difficile à établir, qu'il est en grande partie de l'ordre du vœu pieux. C'est-à-dire qu'une chose qui est certaine, c'est que ça fait longtemps que cette représentation selon laquelle la familiarité avec une littérature qui défend une certaine image de la science peut susciter un désir de science. Les traductions de Jules Verne qui se sont diffusées dans le monde entier
se sont accompagnés dans un certain nombre de pays, et je connais l'exemple de la Chine et du Japon à cet égard, se sont accompagnés d'un discours d'escorte visant à dire, d'une certaine façon, à travers Jules Verne, c'est aussi un peu d'un esprit occidental de la révolution industrielle qui nous parvient, et avec l'idée qu'une émulation est à la fois nécessaire sur le plan de l'imagination et sur le plan, bien sûr, de la réalisation technique. Donc ce type de représentation accompagne les premiers moments où une littérature conjecturale se développe. Et tout au long du XXe siècle, ça fait partie d'un discours de la science-fiction. C'est-à-dire que les premières revues de la science-fiction, celle en particulier d'Hugo Gernsback et de Campbell aux États-Unis, se font sur l'idée qu'il y a, ce faisant, la possibilité d'éduquer à la science, de faire émerger des carrières d'ingénieurs, de faire émerger des carrières scientifiques et de rêver dans les textes les applications à venir. Donc les robots, les machines du futur, beaucoup une logique d'ingénieur dans un premier temps. Et donc cette logique-là, on la retrouve tout au long du XXe siècle. Et alors, ce qui est assez paradoxal en un sens, c'est que, là je saute assez rapidement à une notion, mais pour venir à quelque chose sur laquelle Irène Langlais a beaucoup travaillé, qui est la question, le paradoxe, qui fait que la relative validation culturelle de la science-fiction depuis 25-30 ans, qui s'est accélérée depuis une vingtaine d'années, que cette validation culturelle de la science-fiction, elle se fait en partie dans un moment où, pour reprendre les mots de François Hartog, nous sommes passés d'un régime qu'il appelle un régime futuriste, qui est celui d'un élan, des grands récits qui nous promettent des sociétés qui ne vont cesser de s'améliorer, dans les chantres de la croissance libérale, mais aussi et surtout d'un progrès social. Nous sommes passés, selon les propositions de François Hartog, à un régime qui est un régime présentiste, dans lequel, d'une certaine façon, la notion de futur se trouve toujours attachée à la question du présent. Et ce que... pour rester sur les logiques scientifiques et faire écho à ce qui a été dit sur les ordinateurs qui tiennent dans la poche, ce qui correspond à une sorte de promesse de développement éternel de l'iPhone. C'est-à-dire que c'est à la fois toujours l'iPhone, toujours déjà là, et en même temps toujours quelque chose de nouveau. Enfin, le nouveau est en fait inscrit dans le présent. Et dans ce contexte-là, d'une certaine façon, c'est justement ce moment-là dans lequel la science-fiction semble pouvoir porter des réponses possibles, porter des devenirs possibles, et par une sorte de paradoxe aussi supplémentaire, on tend à se tourner vers le passé de la science-fiction pour y chercher des éléments de compréhension de l'actualité. Et pour faire écho à cette question de l'intelligence artificielle, dans la réflexion qui a été portée justement dans ce groupe de recherche dirigé par Alexandre Geffen sur la culture de l'intelligence artificielle, eh bien, d'une certaine façon, ce qui nous porte, c'est moins l'idée d'une prédiction possible que la façon dont les espoirs est symbolisé par différentes représentations, les robots, les réplicants, l'idée d'une proximité toujours plus grande avec l'humain, que ces éléments-là sont portés par des objets culturels. Et donc, de ce point de vue-là, c'est plus l'idée que germent des aspirations sociales potentiellement exprimées dans ces textes et qu'elles trouvent à s'exprimer, parce que Gérard Klein, encore lui, a proposé d'appeler les subjectivités collectives, c'est-à-dire la possibilité que les écrivains de science-fiction se saisissent d'aspirations collectives, qui va nous intéresser. Plus que la prédiction de l'objet, disons, la ressaisie du fait qu'il y a une continuité dans les aspirations de l'humanité. C'est parfait, vous avez déjà commencé à en parler un petit peu. Comment est-ce que vous évaluez ce passage de la fiction à l'action, et est-ce que vous pouvez nous parler d'exemples concrets où la science-fiction climatique a pu inspirer des solutions réelles, notamment par exemple pour aider à surmonter l'éco-anxiété grandissante? L'éco-anxiété. Alors, je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ce qu'on peut éventuellement envisager, c'est un renforcement de l'éco-anxiété par la confrontation avec des fictions qui les évoquent. C'est-à-dire que d'une certaine façon, par ailleurs, l'éco-anxiété est peut-être quelque chose de souhaitable.
Je veux dire, l'idée, c'est peut-être pas de lutter contre les co-anxiétés, mais au contraire, peut-être de l'écouter un peu plus. Donc agir par le pessimisme plutôt que par l'optimisme. Alors, pas nécessairement. Alors donc, tout le problème, alors là, la question se pose, et d'une certaine façon, c'est un dilemme, disons, face à la posture d'écriture possible, c'est-à-dire dans quelle mesure faut-il sensibiliser par la représentation du pire au risque, on évoquait Mad Max tout à l'heure, au risque d'esthétiser l'apocalypse, et ce qu'on peut appeler le goût de la catastrophe, qui est quelque chose qui a été évoqué depuis assez longtemps, et cette représentation esthétique de la catastrophe. Et l'autre reproche possible, c'est celui de donner l'impression d'un fatalisme, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on est enfermé là-dedans. Et c'est un petit peu, alors, cette difficulté, c'est un petit peu celle que Guillaume Bridet, un collègue professeur également de Sorbonne Nouvelle, et moi-même avons rencontré lorsque nous avons travaillé sur un corpus récent, en émergence, que nous avons alors dans un bel élan non francophone que nous avons proposé de baptiser le Near Chaos, c'est-à-dire l'idée du chaos imminent. L'idée étant que un ensemble de textes, parmi lesquels Après le monde, Antoinette Richner, Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, enfin des exemples sur lesquels éventuellement je pourrais détailler un petit peu tout à l'heure, nous avons été confrontés au fait que ces textes-là, représentant un devenir immédiat, social, l'effondrement ou en tout cas la recomposition de l'Europe, c'est très centré sur la France et l'Europe, le représentant à une échelle de 5, 10, 15, 20 ans, finalement représente plus cette chose comme un effondrement implacable dont on suit à travers les itinéraires individuels le devenir et éventuellement l'anéantissement total, de façon assez provocatrice. Un des romans qu'on a dans ce corpus, qui est un texte de Denis Chénet, est un roman qui s'appelle « Tu crèveras comme les autres », et de fait, c'est une proposition effective. Le roman parle à la deuxième personne, nous parle au lecteur, à la lectrice, tu feras, il parle au futur, et cette prophétie, c'est celle d'une fuite qui aboutit à la mort. Donc, la question se pose de quel est l'effet positif possible de ces textes-là. Et ce n'est pas nécessairement leur but. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'il y a tout un pan de la littérature et de la fiction dont le but n'est ni de consoler, ni de réparer. Donc, il ne s'agit pas de proposer des solutions, il s'agit simplement de saisir dans la lecture le fait que le danger est présent. Et d'une certaine façon, inversement, des propositions comme celle du ministère du futur de Kim Stanley Robinson, c'est une proposition, c'est presque une feuille de route possible, dans le champ de la fiction, mais c'est aussi potentiellement une façon de dire finalement, on pourra trouver des solutions, attendons tranquillement que les savants se mettent au travail. Donc la question de ce que la science-fiction favorise comme prise de conscience et de la tension entre pessimisme et optimisme n'est certainement pas facilement réglée. Et vous me faites encore une transition. De quelle manière le mouvement solarpunk, qui privilégie justement l'optimisme et des solutions plus durables, représente-t-il un tournant significatif dans la science-fiction climatique? Et comment est-ce que vous analysez cette volonté de récit désirable? Bon, je vais prendre mon tour. Déjà, je trouve que le fait d'appeler ça de la science-fiction climatique, c'est peut-être pas anodin. Loin de moi l'idée de vous dire que vous avez tort. C'est ce que font beaucoup de gens, mais je n'irai pas forcément aussi vite en besogne, parce que l'une des choses que revendique le solarpunk, justement, c'est peut-être de faire un pas de côté par rapport à la culture dominante de science-fiction. La science-fiction, c'est pas qu'un grand sac où on peut mettre tout ce qui ressemble à des visions de l'avenir. C'est peut-être une culture structurée par, comme toutes les cultures, des œuvres, bien sûr, mais aussi des pratiques et surtout des valeurs. Et dans les valeurs du solarpunk, il y a la volonté de se débarrasser, d'en finir avec un technosolutionnisme qui peut être
vu comme, disons, la valeur principale ou une valeur dominante de la culture de science-fiction, dont le solarpunk essaye de se défaire. Je ne suis pas sûre que ce genre y parvienne, mais c'est un genre tout neuf, hein, le solarpunk. Ça n'existe pas depuis très longtemps. Et ça ne s'est pas appelé solarpunk, ça ne s'est pas appelé solarpunk science fiction. Ça s'est appelé solarpunk. Et d'ailleurs, ça s'est appelé solarpunk, non pas en anglais. Le premier recueil de solarpunk est significativement issu du Brésil, d'une culture qui n'est pas la culture, disons, le cœur culturel de la science-fiction occidentale, industrielle, technophile, si vous voulez, qui agit depuis environ 150 ans. C'est pour ça que si votre question c'est est-ce que le solarpunk va réussir là où la science-fiction finalement semble n'avoir pas réussi, puisque la course à la catastrophe semble ne pas s'être ralentie, moi je ne suis pas sûre, parce que une chose me frappe en fait dans les discussions sur la science-fiction, c'est un immense espoir qu'une littérature réaliste parle réellement du réel. Mais moi, je ne suis pas sûre du tout de ça. Et tous ceux qui étudient la littérature du XIXe siècle, ou le réalisme comme code culturel, comme cœur actif, comme matrice culturelle s'est installé, tous ceux qui étudient les grands classiques de Balzac à Zola ne manquent jamais de dire attention, il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Les fictions zombies, personne dans cette salle ne croit qu'il va y avoir une invasion zombie, n'est-ce pas? Les fictions zombies ne parlent pas vraiment des zombies, elles parlent d'autre chose, ou disons, elles parlent vraiment des zombies dans leur régime imaginaire et fictionnel. Mais leur message social n'est évidemment pas qu'il va y avoir une invasion de zombies. Leur message social peut se déchiffrer en relation avec un corps social malade, peut-être, un corps social qui ne parvient pas à mourir alors qu'il devrait peut-être mourir, un corps social en rapport avec la surconsommation, avec, bref, avec des univers urbains qui s'effondrent sous leur propre expansionnisme illimité. Bref, une lecture symbolique est toujours nécessaire face à une fiction. C'est très clair face à des histoires de fantômes ou de zombies. Ça devrait l'être autant, il me semble, et c'est surtout ce mouvement-là, moi, que depuis une petite trentaine d'années que je travaille sur la science-fiction et que j'enseigne la science-fiction. C'est ce mouvement-là que j'essaye d'initier dans mes cours, c'est-à-dire de se garder de ce désir de voir le réel directement. Aucune fiction ne donne accès à ce dont elle parle, je crois, de façon directe. Je m'appuie ici, je suis très contente de pouvoir citer ici le livre de ma collègue Anne Besson, Les pouvoirs de l'enchantement, est un livre paru chez Vendémiaire qui brosse un peu, qui traverse un petit peu la fantasy. Alors elle ne parle pas du solarpunk, mais elle parle de toutes sortes de genres de l'imaginaire à travers des fictions très célèbres, hein, La Servante écarlate, Harry Potter, en essayant de détecter justement de quelle façon la représentation, je dirais, naïve, immédiate, directe, de certaines histoires de sorciers ou de dictatures sexistes parlent en réalité, sont des langages indirects, sont des langages symboliques pour parler d'un réel qui est le nôtre. Justement, ça me permet de rebondir sur quelque chose d'autre qui est finalement dans tout ce que vous voyez en fonction des différentes tranches d'âge. Comment est-ce que vous évaluez la capacité des auteurs à traduire la complexité de ces enjeux climatiques et de rendre tous ces récits accessibles et sans passer justement par une évidence qui est finalement lire un article scientifique où justement on pense souvent à la métaphore qui a été utilisée dans le film Don't Look Up qui a fait énormément parler, et justement comment est-ce que vous évaluez toute cette capacité des auteurs contemporains justement à transmettre les défis actuels?
Ce que je dirais, c'est que... Alors, j'aimerais... Je vais répondre à votre question, mais j'aimerais prolonger un tout petit peu le dialogue avec Irène Langlais sur un point qui est que... il y a tout de même une particularité de la science-fiction par rapport à cette question de l'application concrète qui tient à ce que dans le mouvement même de sa création, et donc dans les inférences dont on parlait tout à l'heure, il y a cette incitation à se représenter un monde autre, mais qu'on pourrait faire nôtre. C'est-à-dire, il y a cette incitation à se dire oui, ça pourrait être l'étape d'après, ça pourrait être... Et cette logique-là, elle fonde, et ça... Nous travaillons là-dessus tous les deux. Elle fonde une intertextualité très très riche de la science-fiction, intertextualité qui entre en résonance avec la culture contemporaine. C'est-à-dire qu'effectivement, le mot de robot qui s'est transmis dans la pratique, les différents objets, l'idée de matrice pour le cyberespace, même le terme même de cyberespace, tout cela circule à partir de la science-fiction. Bon, ça ne veut pas dire que tout s'invente, loin de là, dans la science-fiction, mais il y a des circulations. Et dans cette logique-là, effectivement, on s'installe dans la lecture de la science-fiction, dans la saisie d'une œuvre audiovisuelle, on s'installe dans l'idée qu'on est en train de se transporter dans un monde possible, et on le construit en partie. Il est co-construit par notre lecture. Et dans cette perspective-là, il y a un effet d'entraînement. Cet effet d'entraînement, il se traduit dans l'immédiat par le fait qu'on a éventuellement envie d'écrire de la science-fiction pour faire mieux ou pour faire un peu le même genre de choses. Bon, en dehors même de la logique de fanfiction, qui serait répéter les histoires parce qu'on les adore, il y a cette idée qu'on peut faire progresser, au sens technique, faire progresser les propositions techniques imaginaires de la science-fiction. C'est ce qui a apporté énormément de cette science-fiction d'ingénieurs que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, ce mouvement-là, d'une certaine façon, il fait miroir avec ce qu'on peut avoir envie de faire dans la société. Et c'est ce qui fait que... Ça correspond à un bastion de résistance futuriste à l'intérieur même de notre époque présentiste. Et alors, pour revenir plus précisément à votre question, qui est la question des moyens. D'une certaine façon, les moyens de la science-fiction, on peut en défendre plusieurs possibilités. Si on est dans la logique de la hard science fiction, qui, d'une certaine façon, est un peu la logique de Kim Stanley Robinson dans Le Mystère du Futur, qui est une logique de la transmission d'informations sous une forme fictionnelle. Cette logique-là, ça signifie que dans le texte vont passer énormément d'informations différentes par des dialogues didactiques qui vont, d'une manière ou d'une autre, transmettre des éléments qui vont être des éléments documentés. Mais, Robinson y compris, les textes de Robinson y compris, l'arme principale de transmission et éventuellement de conviction, si on envisage qu'il y ait un texte à thèse de science-fiction, c'est le fait de faire vivre concrètement la situation. C'est-à-dire que j'évoquais cette idée de co-construction de monde. Cette co-construction, elle passe, lorsqu'on est face à un texte de science-fiction, elle passe par le fait d'admettre que, oui, nous sommes présents. Nous sommes là. Alors, pas forcément le tu et le futur, qui est un dispositif particulier dont je parlais tout à l'heure, mais nous accompagnons les personnages. Et nous accompagnons les personnages dans quelque chose qui est aussi inéluctable en termes de monde que celui que nous pouvons lire dans un récit de Balzac ou de Houellebecq dans sa version réaliste. Et dans cette perspective-là, ça veut dire que nous voyons sous nos yeux comment les enfants meurent dans un de septicémie dans un cadre où les antibiotiques viennent à manquer parce que la société s'est effondrée. Nous accompagnons le fait que l'électricité manque et qu'il faut trouver des moyens pour se débrouiller. Et ce type de représentations sont évidemment pas des représentations qui sont, techniquement informées en tant que telles, mais elles sont là pour nous montrer ce qui est présent dans notre monde et qui pourrait nous manquer. En l'occurrence, dans un cadre où, en fait, il s'agit non pas spécifiquement de changement climatique au sens strictement parlé de tornades plus fréquentes ou de pics de chaleur, mais véritablement de la façon dont la société humaine est mise à l'épreuve par le fait que notre logique extractiviste et productiviste se trouve confrontée à son propre paradoxe, c'est-à-dire le fait que les ressources viennent à manquer au moment où justement leur extraction et leur utilisation a provoqué des dérèglements qui
transforme notre manière de nous trouver dans la société. Et donc, ce que nous voyons dans ces textes-là, c'est plus cette logique de l'écrasement de l'individu. C'est plutôt par ce biais-là que la science-fiction va pouvoir éventuellement faire passer un certain nombre de choses. Mais bien sûr, ça s'accompagne d'une autre chose. Et je terminerai, pour compléter par rapport à ça, sur le fait que, peut-être pour répondre à ma propre question tout à l'heure, qui est la question de savoir ce qui fait que la science-fiction va pouvoir paraître un lieu refuge pour le futurisme, au-delà de ces objets mêmes, c'est peut-être le seul endroit, disons, de la culture qui actuellement propose l'idée qu'on puisse être maître de son destin. C'est-à-dire que finalement, il ne s'agit pas simplement de s'éloigner dans d'autres mondes et dans des versions plaisantes imaginaires. Il ne s'agit pas non plus de constater simplement le diktat du réel que représente la reconduction de la réalité. Il s'agit véritablement de proposer d'autres choses, de proposer des alternatives. Et c'est le dernier lieu où ça se produit véritablement encore. Et c'est du coup le lieu où des auteurs et autrices souhaitant défendre l'idée d'un changement de la société, c'est le lieu qu'ils vont investir. Et quelqu'un comme Wendy Delorme, que j'évoquais tout à l'heure, dans Viendra le temps du feu, finalement prolonge une Monique Wittig et les guerrières de Monique Wittig dans la discussion de ce que c'est véritablement qu'une société où la logique sexiste va pouvoir être combattue. Et donc, elle le montre sous l'espèce d'un retour en force d'une logique patriarcale dans un cadre d'effondrement. Ah oui, c'est triste quand même, ce roman-là. Oui, mais c'est un roman terrible. C'est un roman terrible, mais ce roman terrible correspond justement à ce que signifie reprendre le contrôle. Et donc, créer une situation de combat, de lutte sociale. Et donc, d'une certaine façon, là où, et ils le font avec intérêt et talent, là où des romanciers, je pense à François Bon avec Daewoo par exemple, dénoncent des situations sociales intolérables, disons que lorsque des auteurs et autrices veulent poser l'idée d'un combat, d'une certaine façon, comme un Laurent Godet avec Chien 51 et sa suite, la ZEM, qui vient de sortir, eh bien, il propose une transposition dans la science-fiction, là où, en fait, la littérature générale, pendant longtemps, s'est tenue à distance de la science-fiction. Moi, si je peux me permettre, je suis bien sûr toujours d'accord avec Simon Briand, parce que nous travaillons depuis longtemps ensemble, et même quand on n'a pas l'air d'accord, en fait... mais quand même, je voudrais dire ici que même si la science-fiction est un type de littérature qui effectivement est un exercice d'inférence peut-être d'intensité plus élevée que la littérature réaliste, je crois qu'il faut faire attention aussi quand même au fait que cet exercice d'inférence ne va pas forcément dans le bon sens, je veux dire dans le sens de la résilience, de l'invention de nouvelles sociétés plus justes, plus sobres, etc. Il y a un corpus de science-fiction important dont les inférences conduisent à des blocages. Et bon, je crois que c'est le moment de dire que ça n'a pas toujours été un genre très paritaire, et qu'un certain nombre de sexismes ancrés dans la société, et ancrés en particulier dans les milieux scientifiques et technologiques, qui sont à la une de chaque plan d'action pour faire venir les filles aux maths, augmenter la parité dans l'informatique, faire en sorte que les cultures masculines ne soient pas les seules représentées dans le jeu vidéo. La science-fiction a été une culture majeure de ce genre de reconduction, il faut le dire. Et il faut le dire clairement, la revue que j'ai l'honneur de diriger depuis quelques années a publié un article extrêmement éclairant là-dessus de Richard Singelet sur la lecture qu'on peut faire d'une nouvelle vraiment fondamentale dans la culture de science-fiction qui s'intitule « Froides équations », Cold Question, et qui a longtemps été considérée comme une sorte de substantifique moelle de l'esprit d'ingénieur,
C'est quoi l'histoire? C'est un vaisseau spatial, il n'y a pas d'air ou je ne sais pas quoi pour tout le monde. Un homme, une femme, devinez qui finit par être sacrifié à la fin, hein, parce que l'ingénieur doit aller jusqu'à la planète qu'il doit rejoindre. Cette nouvelle, qui est très courte, hein, fait l'objet d'une intense discussion dans le milieu de la science-fiction depuis sa publication. Parce qu'elle est dure, elle est dure et elle fait de la science et de la technoscience une chose sans valeur humaine, enfin on se demande. Ce n'est que récemment que la lecture féministe de Froides équations a pu déconstruire la manière dont finalement tout était organisé pour que ça se termine par un féminicide. Alors, j'en profite, vu que vous commencez déjà à parler de ça. Comment est-ce que la science-fiction peut être un outil de transformation sociale, notamment face au climat, mais également face aux autres problématiques? C'est ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Et je pense que dans la réponse à cette question, quand on est vraiment le nez dans les textes, quand on décompose un film, image par image, quand on tient compte de toutes les couches du signifiant, hein, il n'y a pas que les mots, il y a aussi il y a la longueur des phrases, il y a l'articulation des paragraphes, la musique, les éclairages, les cadrages, etc. Je crois très important de conclure quelquefois que on est devant un genre qui fait tout pour que vous alliez toujours dans le même sens et que ce sens soit bon ou pas bon, hein. Donc voilà ce que j'avais envie d'ajouter. Ce serait, à mon avis, ce serait pas rendre justice à l'histoire réelle de ce genre que de le présenter comme toujours positif, toujours le lieu d'une alternative. Dans le TINA, vous savez, cet acronyme politique « There is no alternative », qui peut caractériser des sociétés bloquées, une certaine culture scientifique, une certaine culture technoscientifique joue son rôle. Et j'en veux pour preuve la controverse qui est peut-être en train de devenir une polémique récente sur la manière dont le GIEC, l'immense travail réalisé par le GIEC conduit trop souvent à finalement préconiser des scénarios technosolutionnistes. Hein. C'est à la une des journaux, mais on peut discuter aussi de la science-fiction comme ça. Eh ben, vous parliez tout à l'heure un petit peu, on en a parlé, de l'armée et de son utilisation de la science-fiction, dont elle s'appuie déjà depuis plusieurs années dessus pour prévoir l'évolution des conflits et l'émergence de nouvelles typologies de menaces. De quelle manière pourrait-on utiliser la science-fiction, notamment dans la lutte contre le dérèglement climatique? Et quelles seraient les possibilités aujourd'hui pour mettre en place ce genre d'alternatives et de solutions un peu de la même manière au cas où que ce que fait le ministère des Armées? Alors, c'est peut-être qu'il faut... Alors, je ne suis pas complètement certain que le programme Red Team existe encore, du moins pas dans la forme que je lui connais. Non, il a été effectivement remplacé depuis par le programme Radar, voilà, qui est globalement à peu près la même chose. Oui, alors oui, mais je crois qu'il y a eu des modifications. Et alors, je ne sais pas très bien à quoi elles sont dues. Mais, donc, je connais, disons, l'ancien programme. Et par rapport à ça, ce qu'il faut voir, c'est que la différence fondamentale, c'est que... alors déjà, on peut se poser la question de savoir s'il est légitime de mobiliser une logique fictionnelle pour penser des politiques publiques, mais ça, il y a de très nombreux filtres qui interviennent. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, il n'est pas question de laisser les écrivains aux commandes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils proposent des choses et qu'ensuite, tout ça est passé au crible d'un ensemble de paramètres supplémentaires. Et d'une certaine façon... la production de scénarios se fait uniquement dans un certain nombre de contraintes et de paramètres particuliers, l'idée étant d'éprouver. Mais une chose très importante est que lorsqu'on est dans une perspective de l'ordre de celle du ministère des Armées, eh bien, on est, ou de l'armée de terre, je ne sais plus très bien qui avait lancé la Red Team, on est dans une logique où on est humain contre humain. Or, dans la logique climatique, on a de toute façon au moins un troisième terme qui est celui d'un matériau qu'on ne peut pas du tout contrôler en réalité, sur lequel on est à la fois en train d'apprendre, on apprend les dérèglements qu'on cause au moment où ils sont causés, avec un décalage. Donc, d'une certaine façon,
et c'est le problème du technosolutionnisme, c'est que dans cette perspective, disons, quand vous êtes une armée qui veut réfléchir à la façon dont une autre armée pourrait vous attaquer, d'une certaine façon, le cadre, il est déjà bien établi. Quoi qu'il arrive, vous êtes une armée. Mais si vous faites appel à des écrivains de science-fiction, est-ce que c'est parce que vous avez l'intention de leur faire trouver des solutions techniques ou de penser la question de l'acceptabilité sociale de la décroissance, par exemple? Donc en fait, en réalité, la logique et le discours qui peut se développer dans la science-fiction, parce que je pense à des... Excusez-moi pour je fais beaucoup de parenthèses, mais c'est une option, par exemple, défendue par une maison d'édition et des auteurs qui sont autour d'Alain Damasio dans La Volte. La logique de La Volte et des auteurs et autrices de La Volte, c'est dans l'ensemble de proposer des solutions qui soient des alternatives au technosolutionnisme. Et pas forcément spécifiquement sur les logiques climatiques, mais en général dans la façon d'envisager la société. Quelqu'un comme l'ICAM, par exemple. Eh bien, dans cette perspective, la logique qu'on demanderait à ces écrivains-là ne serait absolument pas de trouver, comme Kim Stanley Robinson pourrait le proposer, éventuellement, des façons de penser les applications d'ingénierie planétaire pour terraformer le climat. Et Robinson étant quelqu'un de très prudent, ça n'est pas un fou de la technologie. Mais donc, on a de toute façon un débat interne qui se ferait immédiatement sur les conditions même dans lesquelles ça pourrait intervenir. Et en fait, c'est probablement le plus grand atout ou le plus grand intérêt de la science-fiction, non pas de servir de lieu de solution, mais de lieu de débat et de réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, ce que propose la science-fiction dans ses pas de côté, de ce point de vue-là, s'il faut lui trouver un usage, ce qui n'est pas forcément indispensable, mais s'il faut lui trouver un usage à la science-fiction, c'est plutôt justement la possibilité de préserver le débat, de nous montrer plusieurs itinéraires possibles et de renoncer, d'éviter justement la logique de la fatalité par rapport à ce que la description du réel pourrait nous inciter à penser. Il n'y a pas d'alternative. Et donc, dans cette perspective, en fait, s'il devait y avoir une logique de design fiction, d'utiliser la fiction pour dessiner l'avenir, eh bien, il ne faudrait certainement pas que ce soit dans une logique de scénario à la Red Team, même si ça peut être utile pour la Red Team, mais logique de scénario à la Red Team avec un côté contre un autre, mais au contraire, un ensemble de possibilités simultanées. Et ça, je ne sais pas comment ça pourrait être orchestré. Et dans une logique qui est une logique d'administration des politiques publiques, je ne suis pas certain que ça pourrait trouver sa place facilement. J'ai participé à un exercice un peu de ce type-là, sous l'égide de la mairie de Paris, mais je l'ai animé avec différents individus informés auxquels on avait demandé de réfléchir justement à ce que ça signifiait que penser la résilience de la ville. Donc c'est dans la logique défendue par Paris, la mairie de Paris, de réfléchir à cette résilience, donc ces grands plans. Et l'exercice intellectuel était extrêmement enrichissant au sens où ce qui apparaissait était que, en fait, les différentes personnes qui parlaient faisaient surgir toutes sortes de contraintes différentes et qu'il était impossible d'unifier un seul scénario. Mais justement, c'est cette pluralité des scénarios et cette pluralité des mondes possibles qui, à mon avis, est le plus grand atout, le plus grand intérêt de la science-fiction. Justement, parce que vous parliez tout à l'heure de récits parfois qui pouvaient être extrêmement pessimistes par rapport à certains points. Mais finalement, chacun des petits récits de science-fiction pourrait tous se corréler les uns aux autres pour avoir plein de petites solutions pour les différents problèmes et ne pas avoir un grand bouquin qui assomme tout le monde et finalement trouver un billet qui permette de s'aider, en tout cas à travers plein de différentes branches. C'est drôlement intéressant ce que vous dites parce que vous êtes sensible à la forme. Vous êtes sensible à la forme du récit. Pas seulement à son message, mais à sa manière de faire les choses. Et ça, pour moi, c'est vraiment le cœur de l'acte de lecture. C'est le cœur aussi de notre science littéraire. Nous travaillons d'abord sur des paquets de mots et puis, ou des suites d'images. Et quand vous dites un gros roman qui assomme par opposition à plein de petites histoires qui se prennent un peu dans le sens qu'on veut, vous êtes en train de... je crois que vous rejoignez un désir énoncé par l'écrivain Amitav Ghosh
dans un essai qui a beaucoup fait parler de lui, qui s'intitule « Le Grand Dérangement ». Dans Le Grand Dérangement, Amitav Ghosh, qui est un représentant du réalisme, du roman réaliste, non, pas de science-fiction, hein, du roman réaliste de littérature générale, c'est au début des années 2010, il s'alarme du fait que nous ne savons pas écrire pour les temps actuels. Nous ne savons pas écrire de fiction de l'Anthropocène. Parce qu'il faut être capable d'être à toutes sortes d'échelles différentes, la plus mini, la plus maxi, il faut être sur toute la surface du globe, plus question de faire des histoires qui se passent qu'à New York. C'est un peu ce qu'on reproche à Kim Stanley Robinson. Il fait des histoires... Dans la littérature de Kim Stanley Robinson, l'Amérique reste une espèce de résumé de l'aventure humaine en général, et on lui dit mais il faudrait peut-être modifier un peu les points de vue. C'est un peu ce qu'il a fait avec le ministère du futur, mais ça reste effectivement des gros romans, comme vous avez dit, pesants. Et Amitav Ghosh dit ça, il nous faut un nouveau réalisme. Kim Stanley Robinson lui dit « mais c'est la science-fiction, le nouveau réalisme ». Moi, je me demande si vous n'êtes pas en train d'énoncer une autre voie, hein, avec les chapelets de fiction. Alors, c'est le philosophe Fredric Jameson qui a beaucoup écrit sur la science-fiction du point de vue sociopolitique et du point de vue d'une philosophie politique, allait dans le même sens que vous. Et c'est aussi loin que dans le milieu des années 80, vous trouverez ça dans Penser avec la science-fiction. Ça a été traduit comme ça en français. Il parle de fiction en archipel. Et c'est drôle parce que c'est vraiment cette dislocation, fragmentation, de granularisation de la fiction qui semble être une voie adoptée. Alors, je suis en train de relire pour un travail en cours Islands in the Net, qui a été traduit par Les mailles du réseau, mais ça ne dit pas du tout la même chose. Hein. Île dans le réseau, ça dit beaucoup plus de Bruce Sterling, qui est l'un des écrivains fondateurs du courant cyberpunk, qui a été qui a structuré vraiment l'imaginaire science-fictionnel de la fin du XXe siècle. Et dans Islands in the Net, c'est cette vision de toutes sortes de micro-sociétés organisées finalement un peu en autonomie. Je ne sais pas si finalement ce serait ça qui correspondrait à votre désir. Mais finalement, ça fait un parallèle à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport, d'ailleurs tous les deux, par rapport au technosolutionnisme, qui est deux très grandes solutions et on oublie toutes les petites choses à côté, puisque c'est cette chose-là ou ces choses-là qui vont résoudre tous les problèmes que nous avons actuellement, et non pas en fait se considérer comme une fourmilière avec chaque fourmi qui a son petit rôle à jouer et qui, d'un mouvement global en tout cas, d'un mouvement en tout cas de toute la fourmilière, qui vont permettre de changer les choses. Et c'est pour ça que je trouvais qu'il y avait une sorte de parallèle avec ça, de ce que vous disiez tout à l'heure, voilà, avec chacun des petits points à aborder. Et ce que vient de dire Irène me donne envie de revenir sur le suffixe punk, puisqu'on parlait du solar punk, on parle aussi du hope punk, de espoir, hein, hope punk, et qui ce suffixe punk qui se définit par rapport à ce cyberpunk des années 80, dont Bruce Sterling, William Gibson ont été des gens, enfin des fondateurs importants. Et en fait, par écho avec tout ce qui vient de se dire, il me semble apercevoir une chose, qui est que le cyberpunk est peut-être le premier mouvement, donc on parle de ce mouvement qui a lancé l'imagerie, de l'informatique adaptée à la science-fiction, hein, pas encore vraiment les micro-ordinateurs, mais on rentrait de plein pied dedans quand même, donc en même temps que ces progrès-là, et l'idée de se connecter, de se modifier soi-même par la cybernétique. Bon. Et ce mouvement cyberpunk, qui est un mouvement des années 80, qui en tant que courant littéraire s'est tari au début des années 90, en même temps que son imagerie a essaimé à peu près partout, dans la réalité comme dans de nombreuses variantes de la science-fiction, ce cyberpunk, c'est peut-être le premier courant de science-fiction qui, d'une certaine façon, affirme à la fois, de façon paradoxale, la toute-puissance du technosolutionnisme, c'est-à-dire qu'en fait, les solutions techniques sont partout, elles envahissent tout, et en même temps, la fatalité du fait que ça a échappé complètement à l'humain.
C'est-à-dire que jusque-là, ce qui est manifesté dans la science-fiction, c'est plutôt une ambition de contrôle. Parfois, ça ne marche pas. Parfois, le grand ordinateur se met à vouloir détruire l'humanité. Bon, en gros. Bon. Mais globalement, on reste dans une logique où la limite est claire. C'est un progrès souhaitable ou il ne l'est pas, en gros. Dans le cyberpunk, d'une certaine façon, ce qu'on a, c'est l'affirmation que qu'il soit souhaitable ou pas, il arrive, et que qu'il arrive ou non, enfin, et que on souhaite lui résister ou non, de toute façon, il nous envahit. Et cette invasion, Sterling parlait d'invasion cérébrale, hein, cette invasion par la technique, d'une certaine façon, elle signe aussi, simultanément, enfin, elle accompagne cette fin des grands récits dont on parlait tout à l'heure, hein, et qui a abouti à cet épuisement du futurisme du XXe siècle. Et dans la reprise du suffixe punk dans solarpunk, hopepunk, il y a une sorte aussi de défi lancé à cette fatalité du technosolutionnisme invasif, destructeur, et l'idée qu'il serait possible de construire autre chose. À cet égard, les textes solarpunk et hopepunk restent relativement peu nombreux par opposition à des logiques de prise de conscience par le pessimisme, hein. Mais c'est tout de même assez significatif de ce point de vue-là. Et peut-être qu'il y a aussi, et je fais écho à ce que disait Irène tout à l'heure, sur le passif de la science-fiction, le fait que se transmettent des choses au sein de la science-fiction qui ne sont pas toutes, enfin qu'il faudrait examiner en tout cas, mais il y a peut-être aussi justement cette dette, enfin cet héritage du cyberpunk, qui est un héritage d'une certaine façon un peu à la fois extrêmement séduisant. Enfin, l'imagerie de Matrix qui a explosé dans les années 2000, c'est cette séduction-là, et en même temps, l'imagerie de Matrix, c'est quand même qu'en gros, c'est tellement mieux d'être un super-héros dans la matrice que de grenouiller dans le monde épuisé du réel. C'est quand même ambigu comme proposition. Et alors, c'est parfait, vous parlez un peu de cet héritage. Tout à l'heure, on a parlé du pessimisme très présent en science-fiction. Et je vais donc vous poser une question dont la réponse sera probablement pas aisée. Et comment peut-on être optimiste, justement, face à ce pessimisme ambiant et essayer d'esquisser une postérité prometteuse ? Je trouve que vous avez raison de nous mettre devant nos responsabilités. Alors, déjà, peut-être, comme certaines grandes familles dans un feuilleton qui a fait parler de lui, payer nos dettes. Ce sont des philosophes du présentisme qui parlent de dette générationnelle. Moi, je vais parler d'abord en mon nom propre et puis ensuite vous dire ce que ça donne dans les objets que j'étudie. En mon nom propre, je ressens quelquefois, assez fréquemment, un sentiment d'injustice. Je me dis, mais enfin, ces jeunes qui nous accusent d'avoir tout sali, tout cassé, faudrait qu'ils se rendent compte, on a fait des belles choses aussi. Et bon, ce sentiment personnel me semble être celui qui se dessine à travers toute une tradition. Il faut bien l'appeler une tradition, ça fait 150 ans que ça dure. Au bout de 150 ans, ce n'est plus une nouveauté, la science-fiction, ça fait partie de notre monde, c'est là. Vous pouvez essayer de l'effacer, la trace, la forme de la science-fiction apparaît jusque dans nos meubles, dans les, comment dire, les immeubles de nos villes, etc. Cette dette, c'est la forme de notre dette, peut-être aussi, envers vous. Mais du coup, il s'agit de la voir pour ce qu'elle est. Qu'est-ce que ça peut être qu'une dette culturelle ? Vous voyez, puisque nous sommes heureusement pas en train de parler, en tout cas à notre place de spécialiste de littérature, nous ne parlons pas de la dette économique, mais peut-être quelque chose de très proche, qui est finalement une dette culturelle. Une façon de vivre toujours à crédit, en accordant du crédit aux mêmes images, aux mêmes scénarios où des héros qui se ressemblent toujours tous sauvent le monde d'une façon qui ressemble toujours au même type de sauvetage. Est-ce que des petits récits en archipel ? Est-ce qu'un autre type de héros ? Peut-être un héroïsme diffracté aussi. Peut-être pas d'héroïsme du tout, après tout.
Peut-être que ce type de récit, alors qui se retrouve peut-être pas tant à la Volte, il y a la Volte, mais il y a aussi d'autres éditeurs, en France en tout cas, chez Argile par exemple, je pense à la maison Argile, La Talente qui est en train de prendre en cette rentrée littéraire un petit virage qui me paraît significatif. Payer cette dette, autrement dit, déconstruire certains héroïsmes, peut-être arrêter d'essayer de gagner de l'argent toujours avec le même genre d'histoire qui marche toujours très bien. Vous voyez comment je suis frappée, je vais juste énoncer cet exemple-là. Le Wakanda dans une fiction filmique à succès a été présenté comme finalement une manière de rendre optimiste les habitants du Sud global qui auraient à leur tour, eux aussi, droit à leur futur. Mais à quoi ressemble ce futur ? Pour moi, c'est une façon de continuer de vivre à crédit, si je file la métaphore. Et donc, comment ne pas être pessimiste dans ce monde-ci ? Eh bien, peut-être en racontant les histoires autrement, en effet. Donc finalement, c'est quand on raconte les récits les plus simples et peut-être qui sont la fiction, en tout cas les romans racontés, donc c'est-à-dire la vie courante ou même des petites actions qui paraissent pour un acte héroïque aux yeux des autres, alors qu'ils sont tout simples pour certains. C'est le moment de parler d'Ursula Le Guin. Alors, je n'allais pas parler d'Ursula Le Guin, j'allais parler de Becky Chambers, parce que, alors, Ursula Le Guin est effectivement une autrice importante dans cette logique, dans cette tradition et dans cette contre-histoire de la science-fiction possible. Et dans cette logique de contre-histoire, il y a des héritières et des héritiers, mais beaucoup des héritières dans l'écriture de science-fiction contemporaine. Je pense donc à cette autrice qui est Becky Chambers, qui propose notamment des fictions. Alors c'est des fictions dans lesquelles des robots sont bouddhistes. Enfin, c'est plutôt une façon de jouer avec les images de la science-fiction tout en les entraînant vers autre chose. Bon. Mais dans cette perspective, en revanche, je n'ai pas non plus complètement envie d'aller dans votre sens, en fait. Je n'étais pas dans cette logique-là, c'est-à-dire dans cette logique de la réduction. Au contraire, il y a la possibilité d'une ambition, d'un discours qui va aller contre cette logique-là. Mais ce discours, le problème, c'est qu'il risque d'aller à contre-courant même des choses qui ont forgé la science-fiction initialement. Et ce paradoxe, cette difficulté, on le voit bien dans une image que j'aime beaucoup citer, dont on a souvent discuté, Irène et moi, qui est l'image de ce que William Gibson, donc auteur important du cyberpunk, mais auteur critique de la science-fiction et de sa propre science-fiction, ce que William Gibson a appelé le continuum Gernsback, c'est-à-dire qu'il évoque dans une de ses nouvelles quelqu'un qui un petit peu, c'est un texte un peu à la Philippe Dick, c'est-à-dire quelqu'un qui a des visions d'un autre monde, d'une logique alternative. Il voit un monde dans lequel les aspirations technologiques délirantes, avec les gigantesques cités à la métropolis, mais qui sont sur toutes les couvertures des revues des années 20 et 30 de la science-fiction, ce monde s'est réalisé. Et ce monde s'est réalisé, mais dans une logique qui finalement confine au fascisme, avec une logique véritablement où il y a une sorte d'équation entre la logique technologique à outrance et un écrasement de l'individu dans la société. En gros, c'est évidemment l'idée, c'est de faire un contraste. Et ce que exprime ce texte-là, ce n'est pas spécifiquement une façon de critiquer les prédécesseurs, mais c'est de poser l'idée que suivre un certain fil de science-fiction qui affirme une volonté de toute puissance par la technologie, c'est courir le risque de manquer ce qui fait la dimension humaine de ces histoires, de ces récits et de ces aspirations. Et donc, d'une certaine façon, effectivement, c'est peut-être moins, purger une dette d'une certaine science-fiction technosolutionniste que de rappeler ce qui a été au cœur de l'entreprise science-fictive. Et depuis Jules Verne, quelqu'un comme Jules Verne, qui est une espèce de chantre positiviste dans une représentation simplifiée, c'est aussi et surtout l'individu qui pense à la question de ce que les humains vont faire de cette technologie. Et il représente la plupart de ces
merveilles scientifiques comme des choses que finalement on peut faire disparaître à la fin. Hein. Donc il n'est pas du tout dans l'affirmation immédiate de la chose. Et donc dans cette perspective du choix et de l'humain, qui est au centre de la réflexion de la science-fiction, eh bien justement c'est peut-être ça aussi qu'il faut garder à l'esprit. C'est-à-dire que ce que la science-fiction a proposé, c'est moins un ensemble de gadgets ou de solutions techniques ou d'une feuille de route que la nécessité de placer la question humaine au cœur de la question technique, hein, quelle que soit la solution retenue ensuite. Et ce qu'on appelle une dystopie, ce n'est pas une catastrophe. Ce qu'on appelle une dystopie, c'est le moment où on a oublié l'humain. C'est-à-dire que c'est le moment où l'humain devient victime de sa propre technologie, d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est le cœur de cette démarche-là. Et donc, inversement, l'utopie, c'est le moment où on remet l'humain au centre du dispositif technique. Écoutez, on va mettre un terme à cet échange. Et écoutez, je vous remercie encore énormément pour votre participation. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier le Collège de France de nous avoir accueillis, de nous avoir permis de construire donc ce projet. Je tiens à remercier en particulier l'initiative Avenir commun durable et les 3 professeurs qui nous parrainent, donc, dont Dario Mantovani est ici, mais également Marc Fontcave et Jean-Marie Tarascon. Je tiens à te remercier également, Benjamin Campèche, pour nous permettre en tout cas de continuer cette collaboration bonne et due forme. Je tiens à vous remercier également, vous, public, d'avoir été aussi nombreux un jour de grève et un jour assez difficile pour pouvoir venir jusqu'ici. Et puis voilà, je tiens juste à vous présenter rapidement. Nous sommes un journal étudiant et nous avons le plaisir de pouvoir organiser ce cycle de conférences et d'échanges autour du climat, voilà, en collaboration du coup avec le Collège de France. Et la prochaine séance aura lieu en octobre, donc le 9 octobre, et qui se portera sur l'adaptation des écosystèmes au dérèglement climatique, et la dernière qui sera le 14, qui portera sur les biotechnologies pour la dépollution de l'environnement. Je vous remercie encore. Bonne soirée.